Bienvenue en Occident. Bienvenue sur la terre des libertés et de la démocratie. Face à l'obscurantisme autoritaire, nous sommes guidés par la lumière de l'égalité, des valeurs de la République et des droits de l'homme. Ces principes, qui nous ont permis tant d'accomplissements, garantissent le respect de la dignité humaine et de la liberté d'expression, afin que l'homme puisse s'épanouir au sein d'un jardin d'émancipation où fleurissent les possibilités infinies d'un marché libre. Notre presse, libre et indépendante, constitue notre plus grande fierté. Et la défense des journalistes à travers le monde est un pilier essentiel de nos démocraties. Non mais franchement, ça va, on est quand même mieux ici que chez les boucs. Salut tout le monde. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais dans nos sociétés occidentales, parfaites et universelles, les belles valeurs de démocratie, de liberté, elles ont un double usage. Quand on n'est pas en train de les exporter dans d'autres pays à coups de bombes et de F-16, on se torche le cul avec. Et le cas de Wikileaks et de Julian Assange, c'est l'illustration parfaite de ce deuxième emploi. Donc, comme les dernières décisions de justice vont bientôt tomber pour Assange, je me suis dit que ça serait pertinent de reprendre les points saillants de cette affaire. Et on va faire ça en 2 épisodes, histoire de rester sur des formats à peu près digestes. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant la cloche, tout ça, comme ça vous serez notifié quand l'épisode suivant arrivera. Donc bienvenue dans cette première partie où on va revenir sur les faits majeurs de toute cette histoire, qui en dit beaucoup sur les failles abyssales de notre système médiatique. America's pride, Europa's human freedom, no end point. To lead дальнейшее движение НАТО на восток. Great! Okay. Нельзя унижать народ, нацию. The world's a better place. Неприемлемо. What we can do now depends on us. Wikileaks a été créé en 2006 par un Australien, un petit génie de l'informatique, Julian Assange. Jusqu'en 2010, l'organisation reste largement inconnue du grand public malgré quelques premiers coups d'éclat. Mais au final, il y a une grande question qui plane quand même. C'est qui Julian Assange? Non, sérieusement, parce que d'une part, c'est quelqu'un malheureusement d'assez oublié du grand public, et d'autre part, il y a beaucoup de choses différentes qui ont été dites sur lui et sur son organisation. Donc il va falloir dépoussiérer tout ça un bon coup. Mais on va pas faire exactement comme d'habitude. Normalement, là, je lancerai une petite séquence de résumé factuel à ma sauce, mais cette fois-ci, je vous propose de commencer par un petit exercice. On va reconstituer l'histoire récente de Wikileaks et d'Assange à partir de ce qui a été dit et véhiculé dans les grands médias. Vous allez voir, ça va être intéressant. Donc, dans la séquence qui va suivre, je vais volontairement adopter un point de vue qui n'est pas le mien, mais qui serait une sorte de moyenne des grands médias. Et pour ceux qui sont déjà bien renseignés sur l'affaire, prenez une grande inspiration, buvez un verre d'eau, ça va pas être très long. On va repartir de 2010, l'année où la notoriété de Wikileaks a littéralement explosé. En avril, l'équipe publie la vidéo Collateral Murder. Ce qu'on voit sur la vidéo est réellement choquant. Les images sont prises depuis un hélicoptère Apache de l'armée américaine et montrent le mitraillage de civils irakiens non armés. Come on, fire! Quand des secours arrivent, les soldats dans l'hélicoptère les allument aussi et blessent grièvement 2 enfants qui étaient dans le van. Oh yeah, look at that, right through the windshield. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette séquence vidéo était extrêmement recherchée par beaucoup de gens. L'attaque a eu lieu en Irak en 2007, et l'une des victimes était Namir Nour Eldin, un photographe pour l'agence de presse Reuters. Le responsable de l'agence à Bagdad a remué ciel et terre pendant 3 ans, s'est fait balader par l'armée américaine pendant tout ce temps, et a fini en dépression sévère à cause de cette histoire. Grâce à Wikileaks, il apprenait enfin la vérité, et le monde entier pouvait engager un réel débat sur les règles d'engagement de l'armée états-unienne et sur ses crimes. Je passe un peu de temps là-dessus parce que c'est vraiment cette publication qui a marqué un tournant dans la notoriété de Wikileaks. À partir de cet épisode, tout le monde connaît l'organisation et son fondateur, Julian Assange. Cette année-là, Wikileaks va publier plusieurs séries de documents déterminants pour l'avenir de l'organisation et assez accablant pour les États-Unis. Fin juillet 2010, elle publie les journaux de guerre afghans en partenariat avec le New York Times, le Guardian et le Spiegel. Ces documents contiennent ce qu'on appelle des SIGACT, pour Significant Activities, donc notamment des événements militaires ou relatifs au renseignement par exemple. Et dans le tas, on trouve beaucoup de cas où les forces de la coalition ont tout simplement tué des civils innocents. C'est la première fois que le public dispose d'une vraie fenêtre sur cette guerre, qui est financée avec son argent, et qui jusque-là était très peu médiatisée. Mais c'est aussi à cette occasion que Wikileaks révèle l'une de ses faces plus sombres. Plusieurs officiels américains, dont le secrétaire à la défense Robert Gates et le New York Times lui-même, accusent Wikileaks d'avoir divulgué les documents sans en effacer le contenu sensible qui pourrait mettre en danger des agents sur place. L'amiral Mike Mullen
annonce même que Wikileaks a probablement déjà du sang sur les mains. Quelques mois plus tard, l'organisation publie les journaux de guerre irakiens, pas loin de 400 000 documents du même type que les précédents, mais qui proviennent cette fois de la guerre en Irak. Et comme on pouvait s'y attendre, les documents révèlent le même genre d'exactions que dans le cas précédent, en y ajoutant des cas de torture et autres joyeusetés. Et de nouveau, Julian Assange et Wikileaks sont pointés du doigt pour leur gestion irresponsable de ces publications. À ce moment-là, le débat s'ouvre. Est-ce que les infos publiées méritent vraiment de mettre des vies en danger? Mais c'est la publication suivante qui va enfoncer encore ce clou. En novembre 2010, Wikileaks commence à publier au compte-gouttes une base de données de 250 000 télégrammes diplomatiques. En gros, c'est des échanges de la diplomatie états-unienne qui montrent sa vision sans filtre de telle personnalité politique ou de tel dirigeant. Par exemple, on apprend que Sarkozy est considéré comme très susceptible et autoritaire, mais aussi comme le président le plus pro-américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelle indignité. Cette fois, les partenaires médias comptent encore le New York Times, le Guardian et le Spiegel, mais aussi Le Monde et El País. Les télégrammes sont expurgés des données sensibles et publiés de manière coordonnée avec ces journaux. Mais en septembre 2011, suite à une affaire obscure de données qui aurait échappé à Wikileaks, l'organisation publie la base de données dans son intégralité et non expurgée, c'est-à-dire avec des noms et des informations personnelles. Plusieurs officiels, notamment états-uniens, mais aussi les mêmes médias partenaires de Wikileaks, dénonce cette opération irresponsable. Mais l'année 2010 révélera une autre facette bien sombre du personnage de Julian Assange. À la fin du mois d'août, alors qu'il est en Suède pour une série de conférences, il est accusé par 2 femmes de viol et d'agression sexuelle. Ces accusations ont été le point de départ d'une triste saga juridique. Assange était au Royaume-Uni quand un mandat d'arrêt a été lancé contre lui par une procureure suédoise. Un an et demi plus tard, le 30 mai 2012, la Cour suprême du Royaume-Uni juge en sa défaveur et décide qu'il peut et doit être extradé vers la Suède. Suite à cette décision, Assange se réfugie dans l'ambassade d'Équateur à Londres et y obtient l'asile diplomatique. Il refusera ensuite toujours d'en sortir et de se rendre en Suède pour un interrogatoire, par peur d'être extradé par la suite vers les États-Unis. Publiquement, il ne cessera pas de nier les accusations de viol et de dénoncer une machination en son encontre. Mais surtout, pendant les quasi 7 années que Julian Assange passe dans l'ambassade, il continue de bosser, et Wikileaks continue d'opérer. Et c'est en 2016, en plein dans la campagne présidentielle qui oppose Hillary Clinton à Donald Trump, que Wikileaks va jeter un nouveau pavé dans la mare. Newly released stolen emails show the Clinton team reacting with disbelief and frustration. Wow. As news broke of her private email server. We saw the release of these 20,000 emails from WikiLeaks. WikiLeaks releasing nearly 20,000 internal DNC emails. Avec cette publication, Wikileaks révèle les entrailles de la campagne de Clinton à base de coups bas pour écarter Bernie Sanders, qui était son principal rival aux primaires, mais aussi de déclarations faites au milieu de la finance qui étaient jusque-là restées secrètes. Suite à ces révélations, une bonne partie de la population se retourne contre Wikileaks, y compris d'anciens soutiens. Selon certaines critiques, en ne publiant des informations que sur un des candidats, Wikileaks cherche délibérément à favoriser le camp Trump. Certains l'accusent même de faire campagne pour le candidat républicain, par pure haine pour Hillary Clinton qui avait fermement condamné l'organisation. Et encore pire, selon certaines informations, Wikileaks aurait obtenu les emails par les services secrets russes qui auraient hacké les serveurs du Parti démocrate. Et dernier clou dans le cercueil, des révélations du Guardian indiquent que Julian Assange a tenu des réunions secrètes avec le directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, au moment où ce dernier avait justement rejoint la campagne. Bref, pour une majeure partie de la population états-unienne et même occidentale en général, c'est trop. Julian Assange et Wikileaks sont complètement discrédités. Voilà, désolé, c'était peut-être un peu long, mais au moins avec tout ça, je pense qu'on a une bonne base factuelle pour la suite, a priori. No! 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 Bon. Est-ce qu'on reprendrait pas un peu notre sérieux? Comme je le disais au début, ce que j'ai présenté là, c'est ce qui me semble être une restitution à peu près honnête du discours médiatique moyen sur Assange entre 2010 et 2020 en gros. Alors, certains articles sont quand même venus nuancer ce tableau, notamment en France où j'ai l'impression que la couverture de Wikileaks a été un poil moins scandaleuse qu'ailleurs. Mais au final, le système médiatique occidental a bel et bien taillé un sacré costard à Julian Assange. Si on résume, on a affaire à un personnage pour le moins controversé, voire à un narcissique qui n'hésite pas à mettre des vies humaines en danger pour servir sa propre image. Et c'est d'ailleurs cohérent avec les graves accusations de viol, auxquelles il a toujours cherché à échapper avec des stratagèmes diplomatiques. Et pour couronner le tout, il a mené une action décisive pour favoriser l'élection de Trump, et certainement grâce à la Russie. Et encore, j'ai zappé les trucs les plus débiles, du genre toute une série d'articles qui en font un enfant gâté, égocentrique et capricieux, qui rend fou le personnel de l'ambassade d'Équateur et qui maltraite son chat. En 10 ans, c'est une image qui a eu le temps de se construire et de s'installer dans les têtes. Et encore très récemment, le dernier édito du Monde, qui pourtant est censé être en soutien à Julian Assange, véhicule quand même ces vieilles conceptions contre lui qui sont largement débunkées quand on s'intéresse un minimum à l'affaire. À ce sujet, le témoignage de Nils Melzer, qui était rapporteur spécial à l'ONU sur la torture, est assez symptomatique. Dans l'intro de son dernier livre, il raconte qu'en voyant arriver un mail de l'équipe d'Assange, il a tout de suite balayé la demande d'un revers de la souris,
à cause de l'image qu'il avait d'Assange, une image qui correspondait à mon petit résumé. Pourtant, depuis, il est totalement revenu là-dessus et aujourd'hui, il tient un discours qui n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qui a bien pu le faire autant changer d'avis? Ben peut-être les faits, tout simplement. Allez, on reprend tout depuis le début. Monsieur Assange peut dire tout ce qu'il veut sur le bien supérieur que lui et sa source servent. Mais la vérité, c'est qu'il pourrait déjà avoir sur les mains le sang d'un jeune soldat ou celui d'une famille afghane. Ces propos, qui ont reçu un écho solide et durable dans les médias et la sphère politique, ils viennent pas de nulle part. Ils ont été prononcés par l'amiral Mike Mullen, qui était à l'époque le président du Joint Chiefs of Staff. En gros, c'est le sommet du commandement de tous les corps d'armée. Autrement dit, c'est l'un des plus hauts représentants de l'institution directement attaquée par Wikileaks, donc ça semble plutôt logique qu'il ait intérêt à les dénigrer. Pourtant, son accusation et beaucoup d'autres du même genre ont été reprises, répétées, amplifiées, sans regard critique pendant pas mal d'années. Mais alors, cette vision de Wikileaks comme une organisation irresponsable qui met en danger la vie des gens pour générer des scoops, est-ce qu'elle est vraiment fondée? Petit retour sur l'histoire des câbles diplomatiques. Je vous ai dit plus tôt qu'après 9 mois de publication au compte-gouttes, coordonnées avec les médias partenaires et expurgées des données sensibles, Wikileaks avait décidé de balancer toute la base de données en version brute suite à une affaire obscure. Eh ben on va la regarder de plus près cette affaire. Parce que si on reprend la chronologie dans l'ordre, elle est pas si obscure que ça. Été 2010. L'un des porte-paroles de Wikileaks, Daniel Domscheit-Berg, claque la porte de l'organisation à cause de différences de vues trop importantes avec Assange. Et en partant, il embarque une partie de la base de données qui contient les anciennes publications de Wikileaks, mais aussi l'intégralité des câbles diplomatiques dans leur version brute. Cette base de données est chiffrée, donc c'est absolument impossible d'y accéder sans le mot de passe, même si on a le fichier complet. Après plusieurs mois de tractation, Wikileaks parvient à récupérer ces fichiers, ou en tout cas une copie. On arrive donc à fin 2010. Assange s'organise avec ses partenaires médias, et notamment David Lee du Guardian, à qui il donne le fameux mot de passe qui permet d'accéder aux câbles diplomatiques. Le 28 novembre 2010, Wikileaks et ses partenaires médias commencent les publications. Et quelques jours plus tard, le site subit une attaque qui entraîne sa fermeture. En réaction, plusieurs sites miroirs sont mis en place pour éviter que Wikileaks ne disparaisse d'Internet. En gros, c'est en quelque sorte des copies du site principal. Mais surtout, plusieurs soutiens de Wikileaks mettent en ligne via BitTorrent un fichier contenant l'intégralité des anciennes publications de l'organisation, histoire d'être sûr que tout ça se perde pas, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette archive contenait aussi la version brute des câbles diplomatiques. Ça veut dire qu'à travers cette chaîne d'événements, ces données sensibles se sont retrouvées sur les ordinateurs de milliers de personnes, y compris sûrement des détracteurs de Wikileaks. Et à ce stade, c'était bien sûr totalement impossible de rappeler les données ou de les supprimer ou les modifier sur les ordinateurs des gens. Mais heureusement, je le rappelle, les données sont protégées par un mot de passe. Et j'insiste, c'est pas le niveau de protection d'une session Windows, hein. C'est un chiffrage des données qui est fait par des techniques de cryptographie avancées. Donc c'est absolument incraquable. Le seul moyen pour que cette base de données se retrouve en clair sur Internet, ce serait que le mot de passe fuite d'une manière ou d'une autre. Il s'agit de la biographie la plus complète sur Julian Assange et aussi du premier récit intégral sur le phénomène Wikileaks. Février 2011, 2 journalistes du Guardian sortent ce livre sur l'histoire de Wikileaks de leur point de vue. Et en titre du chapitre 11, le mot de passe, en clair et en toutes lettres. On a donc des milliers de copies de la base de données dans la nature, et le mot de passe, en clair, dans un bouquin. Mais à ce moment-là, ça fait pas de bruit, parce que le lien entre les deux est vraiment pas évident. L'immense majorité, voire la totalité des gens qui ont téléchargé ces données, ignorent que les fameux câbles sont dedans. Et d'ailleurs, ça ressemble à un fichier assez banal qui est enterré dans un sous-dossier un peu difficile à dénicher. Donc de toute façon, le mieux à ce moment-là, c'était de ne pas faire de bruit autour de ça. Mais le 25 août 2011, le journal allemand Freitag révèle que les câbles sont bien contenus dans ces fichiers, et que le mot de passe est accessible quelque part, surtout pour les personnes familiarisées avec le sujet. Alors on sait pas vraiment comment le Freitag a eu ces informations. Le Spiegel avance une piste selon laquelle ça viendrait du cercle de Domscheit-Berg, qui était à l'époque en train de construire OpenLeaks, un site concurrent à Wikileaks et dont le Freitag était un partenaire. Mais ce qui est sûr à ce moment-là, c'est que c'est plus qu'une question de temps avant que la base de données ne soit décryptée et publiée intégralement sur Internet, avec tous les noms et les informations potentiellement dangereuses que Wikileaks et ses médias partenaires s'étaient efforcés de censurer. Et ce qu'on sait, notamment via des témoignages de journalistes, c'est que Wikileaks n'a clairement pas pris ce problème à la légère. La journaliste Stefania Morizzi raconte dans son dernier livre que l'équipe de Wikileaks était sur le pied de guerre pendant plusieurs jours pour gérer cette situation ou essayer de limiter la casse. Julian Assange et Sarah Harrison ont même essayé de joindre le département d'État des États-Unis un bon paquet de fois pour essayer de les alerter. Oh, hello, can I please speak to Hillary Clinton? I'm calling from the office of Julian Assange. It's very important. All of the US Department of State cables, we have intelligence that they are about to be put on the web, unredacted, not by us. More details other than the entire unredacted cable set is about to go on the internet. I mean, literally, it's about to happen. I don't understand
why you're not seeing the urgency in this. To try to make it clear, we don't have a problem, you have a problem. And we are trying to help you solve your problem. Quelques jours plus tard, ce qui était prévisible finit par arriver. L'intégralité des câbles non expurgés sont publiés sur le site Cryptome le 1er septembre. Suite à cette publication, comme tout est déjà en ligne, Wikileaks décide de publier également les câbles sur son site le lendemain. Ils accusent au passage le Guardian de ne pas avoir respecté les règles de sécurité en divulguant de mots de passe, et le journal se défend en disant que le fichier ne devait rester en ligne que quelques heures et qu'Assange ne leur avait pas dit que ce mot de passe était aussi celui utilisé par Wikileaks. Bon, en admettant qu'on les croit sur parole pour ça, perso, vu l'importance des fichiers, il me semble que ça aurait quand même été un peu judicieux de passer un petit coup de fil pour vérifier cette info. Et quoi qu'il arrive, le fichier avec ce mot de passe aurait toujours été présent sur au moins un ordinateur du Guardian. Ils en avaient besoin pour bosser dessus, a priori. Donc, par principe, ça me paraît complètement déraisonnable de faire ça. Bref, c'est une des affaires qui a le plus servi à ternir l'image de Wikileaks. Pourtant, quand on la creuse un peu, ça donne quand même un tableau très différent. Mais les premières accusations datent d'avant ça, et notamment à l'époque des journaux de guerre, donc il faut vite fait revenir là-dessus aussi. Fin juillet 2010, quelques jours après les premières publications des journaux de guerre afghans, le New York Times relaie des accusations contre Wikileaks concernant des morceaux non expurgés des journaux. Pourtant, le New York Times a participé avec Wikileaks au traitement des données et à l'élimination des informations potentiellement dangereuses pour des informateurs par exemple. Mais il cite des exemples de documents que eux n'ont pas publiés, qui sont sur le site de Wikileaks et qui contiennent des noms en clair. Forcément, ils pointent pas vers des documents précis, donc c'est un peu dur de retrouver ça. Mais si on parcourt un peu la base, on trouve en effet des fichiers avec des noms d'Afghans qui ont collaboré d'une manière ou d'une autre avec les États-Unis. Alors, j'y ai pas passé des centaines d'heures, mais dans ce que j'ai trouvé, il y en a qui sont clairement des personnalités officielles dont les relations avec les forces de la coalition étaient connues. Mais il y en a d'autres pour lesquels, de fait, je sais pas trop. Donc sur le cas précis de certains documents issus des journaux de guerre afghans, par principe, je peux pas conclure à 100%. C'est pas impossible qu'il y ait eu des ratés. Mais on peut quand même se faire une petite idée a posteriori du risque réel que ça pouvait représenter. Il faut rappeler que, comme on l'a appris plus tard, la source de Wikileaks pour les journaux de guerre, c'était Chelsea Manning, qui s'appelait encore Bradley à l'époque, et qui était un jeune soldat analyste de l'armée américaine, avec une bonne connaissance du terrain. Dans les débats sur la question, elle a toujours affirmé n'avoir fourni à Wikileaks que les informations les moins sensibles, et qui comportait très peu de risques pour d'éventuels informateurs. Et derrière, Wikileaks a indiqué ne pas avoir publié 15 000 des documents sur les 92 000, justement par prudence vis-à-vis de ces questions, ce qui tend à montrer l'importance qu'ils y accordaient. John Goetz, un journaliste au Spiegel qui a travaillé avec Wikileaks, a témoigné que dès la publication des journaux de guerre afghans, Assange était très soucieux d'identifier les cas potentiellement problématiques pour lesquels il faudrait censurer des noms ou d'autres indications. Et à la fin, après toutes ces accusations aussi violentes que spéculatives, les officiels américains ont bien été obligés de reconnaître plusieurs fois qu'ils n'avaient pu établir aucun décès ni aucune disparition suite à des révélations de Wikileaks, y compris plusieurs années après. Et de fait, personne n'en a trouvé aucun aujourd'hui, et à mon avis, c'est pas faute d'avoir cherché. Ce qui me semble assez indéniable, c'est que cette histoire de sang sur les mains, c'est depuis le début un élément de communication dans la campagne de discrédit contre Wikileaks. Surtout quand on voit que cette accusation a ressurgi après la publication des journaux de guerre irakiens, qui pour le coup étaient expurgés à l'extrême, jusqu'à supprimer des noms déjà connus publiquement. Là, on arrive sur l'affaire qui a été déterminante dans la chute de la réputation de Julian Assange. Pendant des années, les événements ont été présentés dans la presse de manière à laisser conclure qu'Assange était un violeur accusé par 2 femmes en Suède et qui s'était réfugié dans l'ambassade d'Équateur pour échapper à la justice suédoise. Pour les quelques personnes qui ont voulu faire la lumière sur cette affaire, ça a été une bataille hallucinante avec les autorités suédoises et britanniques. Et l'enjeu central de cette bataille, c'était l'obtention des documents de l'enquête, y compris les preuves à décharge, c'est-à-dire celles qui avaient le potentiel d'innocenter Julian Assange. Concrètement, c'est des échanges de mails, des dépositions à la police, des SMS... Au final, la personne qui en a obtenu le plus, c'est Nils Melzer, le rapporteur spécial des Nations Unies pour la torture à l'époque. Des parties cruciales des documents étaient scandaleusement censurées sans justification valable, donc forcément, sa reconstitution des faits comporte encore quelques trous. Mais malgré tout, c'est la plus précise qu'on peut trouver à ce jour, et vous allez voir qu'elle est largement suffisante pour foutre à la poubelle l'étiquette de dangereux violeur fugitif qui a été collée sur Assange. Bien évidemment, et malheureusement, les documents ne sont pas disponibles publiquement. Donc, comme c'est Nils Melzer qui en a obtenu le plus et qui en a tiré la reconstitution la plus détaillée et la plus précise, je me base très largement sur son récit. Mais il n'est pas le seul à avoir pu traiter cette affaire, et les comptes rendus qu'en ont fait d'autres personnes comme Stefania Morizzi sont complètement raccord avec le sien. Et à ma connaissance, ses conclusions et son exploitation des documents n'ont été contestées par aucune des autorités mises en question. Alors, d'après toutes les preuves que Melzer a pu avoir sous les yeux, il s'est passé quoi exactement? Histoire de pas passer 1h30 sur ce point, j'ai fait le choix d'être le plus synthétique possible tout en exposant suffisamment d'éléments pour commencer à se faire une opinion. Mais il y a vraiment tout un contexte à expliciter, une chronologie détaillée à reconstruire, des éléments de droit à analyser,
Et pour tout ça, je vous recommande vivement la lecture du livre de Nils Melzer, et notamment le chapitre 6, vous avez tout dedans. Ou sinon, je vous mets en description un résumé écrit qui sera bien plus détaillé que ce que je vais dire ici, comme ça vous l'avez gratuitement et en 2 clics. Donc, en août 2010, Assange est en Suède pour des conférences. Dans la période du 13 au 17 août, il a des relations sexuelles avec 2 femmes, qu'on appellera A et S. C'est suite à ces rapports que cette triste affaire commence. Premier point crucial qui n'a jamais été soulevé dans la tétrachée d'articles qui en ont parlé. Quand les 2 femmes sont allées voir la police au sujet d'Assange, leur but n'était pas de l'accuser de viol ni d'agression. Elles voulaient s'assurer qu'il passe un test de dépistage du VIH. C'est notamment S qui était particulièrement angoissée vis-à-vis de ça. Et il faut s'arrêter 2 secondes sur ce qui s'est passé entre Assange et elle et qui a généré cette angoisse. Pendant la nuit de leur relation, après plusieurs rapports protégés, Assange en réentreprend un et commence à pénétrer S alors qu'elle est à moitié endormie, d'après un texto qu'elle enverra plus tard à une amie. Au bout de quelques secondes, elle demande si Assange porte un préservatif. Il lui répond que non, elle s'inquiète du sida, mais Assange lui assure qu'il ne l'a pas. Finalement, elle le laisse continuer. Après avoir entendu ce témoignage au poste de police, A formule une accusation qu'elle n'avait jamais mentionnée auparavant. Elle est maintenant convaincue qu'Assange a délibérément déchiré le préservatif pendant leur rapport. Quoi qu'il en soit, encore une fois, les 2 femmes ne voulaient pas déposer de plainte contre Assange, et encore moins qu'il soit arrêté. Mais la police suédoise va en décider autrement. L'agente qui écoute les 2 femmes dit que les faits qu'elles rapportent peuvent constituer un viol et qu'elle doit donc enregistrer des plaintes et lancer les procédures conséquentes, que A et S le veuillent ou non. À partir de là, la police se livre à ce qu'il faut bien appeler une manipulation. Les 2 femmes sont entendues séparément, et les agentes de police se foutent complètement de leur demande initiale et de leur préoccupation pour le VIH. Leur but est visiblement de soutirer aux femmes un récit qui colle avec le narratif d'un viol. Ce qui est assez parlant là-dessus, c'est le timing. L'interrogation en solo de S commence à 16h21 et se termine à 18h40. Pourtant, à 16h11, avant même le début de l'interview, l'agente rentre dans la base de données une plainte pour viol. Et à 17h, bien avant la fin de l'entretien, la 2e agente appelle une procureure pour lui faire part de leur conclusion, si on peut appeler ça comme ça. Et derrière, la procureure lance immédiatement un mandat d'arrêt contre Assange sur la seule base de ce coup de fil. Quand S l'apprend quelques minutes plus tard, elle est complètement choquée et refusera au final de signer sa déclaration. Jusque dans les jours suivants, ses SMS montrent son sentiment de révolte face à cette situation. Elle exprime clairement le fait qu'elle n'avait jamais rien voulu de tout ça. Mais ça ne fait que commencer. Quelques jours plus tard, l'affaire fuite et tout est publié dans le quotidien suédois Expressen. C'est d'ailleurs comme ça qu'Assange apprend les accusations qui pèsent sur lui puisque les autorités ne l'avaient même pas notifié. Et mettez-vous 2 secondes dans la peau de S et A dans cette situation. Imaginez un peu la pression à l'échelle internationale qui vient s'abattre sur vous en l'espace de quelques jours. Comme l'affaire prend de l'ampleur, elle est finalement confiée à la procureure générale de Stockholm, Eva Finé. Et pour expliquer la suite, on a besoin de quelques précisions sur la loi suédoise en ce qui concerne les violences sexuelles. Tout rapport qui serait initié alors que l'un des partis n'est pas suffisamment conscient pour exprimer un consentement clair est qualifié de viol, même si le consentement est donné par la suite. Et même si des rapports consentis avaient eu lieu auparavant. Dans ce cas-là, la loi parle de viol mineur. Donc, pour résumer vis-à-vis d'Assange, dans l'histoire avec S, ce qu'il faudrait prouver pour le condamner, c'est que quand il a initié le nouveau rapport non protégé, S était trop inconsciente pour exprimer un consentement clair et qu'il a sciemment exploité cette situation. En ce qui concerne A, il faudrait prouver qu'Assange a bien volontairement endommagé le préservatif pendant leur rapport. Dans les 2 cas, au vu des éléments à disposition, et notamment les correspondances privées de S, ces faits n'étaient pas prouvables au-delà d'un doute raisonnable, et un procès dans ce cadre n'aurait pu aboutir qu'à un acquittement d'après Melzer. Et c'était également l'avis de la procureure générale Eva Finé, qui clôt l'affaire de S en concluant « Je ne pense pas qu'il y ait la moindre raison de le suspecter de viol ». Mais elle garde quand même la charge d'agression sexuelle, en l'attente de nouvelles preuves éventuelles et d'un entretien avec le suspect. Mais la hiérarchie de la police suédoise et l'avocat des 2 femmes ne sont pas d'accord avec cette décision. Et là, attention, nouvelle dinguerie. La police modifie discrètement la déclaration de S, qu'elle avait refusé de signer, je rappelle, et après ces changements nécessaires, l'avocat des femmes utilise l'entretien modifié pour adresser une demande de réouverture à une autre procureure, Marianne Ny, qui réouvre bien le dossier. Nouveau point important, la réaction d'Assange, c'est de se rendre disponible pour la justice. Il n'est pas arrêté, n'a pas d'interdiction de se déplacer ou quoi que ce soit, mais il choisit délibérément de rester pour être entendu et il décale son départ du pays. La procureure n'est visiblement pas pressée de le convoquer pour un entretien, ce qui est très bizarre pour ce genre d'affaires, et le 15 septembre, Assange demande via son avocat s'il peut quitter le pays, et Marianne Ny lui répond que rien ne l'en empêche. Il prend donc un vol le 28 septembre, et c'est ce même jour que la procureure émet un mandat d'arrêt contre lui. Après un passage à Berlin, il atterrit au Royaume-Uni.
Encore une fois, je vous livre une version très résumée pour que ce soit digeste en vidéo, donc je zappe pas mal d'autres dingueries dans tout ça. Pour avoir tout le détail, lisez vraiment le livre de Nils Melzer, ou au moins le résumé plus détaillé du chapitre 6 que je vous mets en description. À partir de là, toute cette procédure judiciaire va être complètement vérolée et remplie de graves violations du droit. Par exemple, les avocats d'Assange, les Suédois comme les Britanniques, n'ont pas eu accès aux preuves à décharge, ce qui est inadmissible juridiquement, et ils ont dû mener une vraie guerre pour en voir une petite partie dans des conditions absurdes. Suite à un mandat d'arrêt européen lancé par Mariani, Assange est arrêté en Angleterre puis mis en liberté sous condition, en attendant que la Cour suprême décide si oui ou non il doit être extradé vers la Suède pour y être interrogé. Le 30 mai 2012, la Cour se prononce en faveur de l'extradition, et c'est suite à cette décision que Julian Assange décide de se réfugier dans l'ambassade d'Équateur à Londres et qu'il y obtient l'asile diplomatique quelques jours plus tard. Comme la plupart des médias n'ont pas creusé très loin cette affaire, la réaction d'Assange a alimenté le narratif du violeur fugitif. Pourtant, il avait clarifié dès le début la raison pour laquelle il refusait d'aller en Suède. Il avait peur d'être par la suite rapidement extradé vers les États-Unis, où il risquait une persécution juridique et politique à cause des révélations de Wikileaks. Certains détracteurs l'ont traité de parano ou ont prétendu qu'il cherchait des mauvaises excuses pour esquiver la justice suédoise. Mais la vérité, c'est qu'il avait d'excellentes raisons de croire que les États-Unis voulaient sa peau. Il est le fondateur et la figure publique d'un média qui a publié les secrets militaires et diplomatiques les plus condamnables et qui prévoit d'en publier d'autres. Plusieurs hauts responsables états-uniens ont exprimé contre lui une colère et une haine sans limite et ont passé leur temps à le condamner, à appeler à un procès contre lui, voire à son assassinat. I condemn the action that WikiLeaks has taken. It puts at risk our national security. We have an active, ongoing criminal investigation. This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests. It is an attack on the international community. This guy's a traitor, a treasonous, and he has broken every law of the United States. The guy ought to be. And I'm not for the death penalty, so if I'm not for the death penalty, I only want to do it, illegally shoot the son of a This guy's got to go. And nobody should hold this country, we do agree with each other, Bob, immune him. I would argue that it's closer to being a high-tech terrorist. Mais surtout, on avait appris dès 2010 que le Pentagone avait créé une WikiLeaks Task Force pour neutraliser l'organisation. On savait aussi, au moins depuis début 2011, grâce à des révélations de Glenn Greenwald, que les États-Unis avaient lancé un acte d'accusation secret contre Assange, via une institution juridique très controversée, le grand jury, qui fonctionne dans le secret le plus opaque et à l'insu de l'accusé ou de toute forme de défense. Bref, c'était assez évident que l'État le plus puissant de la planète allait se donner les moyens de neutraliser une menace comme Wikileaks. La dernière confirmation indéniable est venue le 26 septembre 2021. Plus de 2 ans après son enlèvement de l'ambassade le 11 avril 2019. On apprend les plans détaillés de la CIA pour kidnapper, voire pour assassiner Assange. Et ce qui était aussi indéniable, en partie grâce à des révélations de Wikileaks d'ailleurs, c'est une longue histoire de coopération informelle entre les États-Unis et la Suède en matière de renseignement et d'extradition sous le manteau. Donc là aussi, Assange avait toutes les raisons de croire qu'il en serait victime. Et enfin, pour revenir aux accusations sexuelles, je précise un truc important. Assange n'a jamais été condamné ou inculpé. En fait, l'affaire est toujours restée bloquée au stade de l'enquête préliminaire. Et la demande d'extradition vers la Suède n'avait pour but affiché que de faire son entretien dans le cadre de cette enquête préliminaire. Et justement, cet entretien, Assange ne demandait pas mieux que de le faire, et il a toujours proposé aux Suédois des solutions tout à fait viables et classiques. Un entretien par téléphone, en visio, ou même en physique dans l'ambassade d'Équateur. Mais la procureure suédoise a régulièrement refusé toutes ces propositions, qui auraient pourtant permis de faire avancer le dossier. Le cas de A est arrivé à prescription en 2015. Et l'affaire de S est finalement abandonnée définitivement en novembre 2019, alors qu'Assange est aux mains des autorités britanniques suite à son enlèvement. En fait, après quelques mois de réouverture, la nouvelle procureure en charge de l'affaire a été obligée de reconnaître que les preuves étaient insuffisantes. Donc aujourd'hui, les dates de prescription des 2 affaires sont passées, sans que la lumière n'ait pu être faite dessus au niveau juridique. Personne n'a obtenu justice. Ni Assange, ni les 2 femmes, qui ont été complètement utilisées par les autorités sans la moindre considération pour leurs demandes légitimes. Au niveau de l'opinion publique, le traitement médiatique de l'affaire et le manque d'enquête journalistique approfondie ont collé à Assange l'étiquette injuste de violeur fugitif. Évidemment, ça porte un coup colossal à sa réputation, ce qui va énormément contribuer à le priver du soutien populaire dont il aurait dû constamment bénéficier dans sa lutte pour la liberté d'informer. There was a concerted operation between WikiLeaks and Russia and most likely people in the United States to denigrate me, my campaign, people who supported me, and to help Trump. Here's how prosecutors say WikiLeaks helped in the Russian military intelligence operation that attacked our election in 2016. I mean, he's a tool of Russian intelligence.
J'ai envie de dire, si c'est vrai, c'est très grave. Alors, on reprend un peu le contexte. Vous avez compris, on est à l'été 2016, en plein dans la campagne présidentielle qui oppose Hillary Clinton à Donald Trump. Le 12 juin, retenez bien cette date, elle va servir plus tard, Julian Assange annonce qu'il va publier des milliers d'emails d'Hillary Clinton, et c'est ce qu'il fait le 22 juillet. Forcément, comme dans le même temps Wikileaks ne publie pas de révélations sur le candidat d'en face, l'organisation se fait accuser direct de rouler pour Trump. Les accusations parlent aussi des contacts que Wikileaks a eus avec le fils de Donald Trump et avec un ancien lobbyiste qui a été proche de lui. Et bien sûr, le pire arrive dans la foulée avec les premières théories du Russiagate. Selon certaines informations, ce serait la Russie qui serait responsable de l'intrusion dans les serveurs du Comité national démocrate et qui aurait fourni les emails à Wikileaks, CQFD. L'organisation est donc affiliée à l'État de Vladimir Poutine. Et pour enfoncer le clou, on apprend en 2018 cette histoire de réunion secrète entre Assange et le directeur de campagne de Trump, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est vraiment un gros tas de merde. Par rapport à Trump déjà, accuser Wikileaks juste à cause des révélations sur Clinton, c'est quand même un peu léger. Leur situation était celle de journalistes qui reçoivent des documents portant un intérêt indéniable pour le public, y compris, voire surtout en période électorale. Donc choisir de ne pas publier les documents pour ces mêmes raisons, c'est quand même contestable du point de vue de la déontologie journalistique. Et je suis pas le seul à le penser, hein. Même le directeur du New York Times de l'époque est de cet avis. On parle du New York Times, hein, pas d'un journal pro-russe ou je sais pas quoi qui aurait intérêt à dire ça dans cette situation. Quant au contact entre Wikileaks et Trump Jr. sur Twitter, on peut largement les critiquer et les réprouver, mais ils ont eu lieu après les publications. Donc ils montrent pas une quelconque collusion entre eux dans le but d'avantager Trump avec ses révélations. Mais bon, par contre, les réunions secrètes dans l'ambassade d'Équateur entre Paul Manafort, le directeur de campagne de Trump, et Julian Assange, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bah, pour en dire quelque chose, il faudra déjà qu'elles aient existé. Pour le coup, on peut souligner qu'un débunkage assez efficace de cette histoire est venu du Washington Post. Le journal souligne que l'article du Guardian se base intégralement sur des témoignages anonymes sortis d'on ne sait où et qui affirment que ces réunions ont eu lieu. Information qui n'est corroborée par aucun autre média et qui est fermement niée par les deux intéressés. Mais surtout, l'ambassade d'Équateur est truffée de caméras, à l'intérieur et à l'extérieur. Et le personnel tient un registre des visiteurs d'Assange. Donc si Manafort était allé 3 fois là-bas, on en aurait facilement des preuves irréfutables. Face aux critiques, le Guardian a défendu très timidement ses propos sans apporter plus de preuves, et a même modifié son article dans sa version en ligne par rapport à l'imprimé pour paraître moins affirmatif dans ses conclusions. Bref, c'est assez raisonnable de dire que cette info semble être un énorme fake. Et pour terminer là-dessus, pendant la campagne, Wikileaks s'était forcé d'obtenir des documents sur Trump et a appelé quiconque en détiendrait à les lui fournir. Okay, so if you do indeed have or get in possession of stuff about the Trump campaign, you would be just as ready to release that as you were the DNC emails? Yes, of course. If anyone has information that is from inside the Trump campaign, which is authentic, it's not like some claimed witness statement, but actually internal documentation, we'd be very happy to receive it and publish it. Mais visiblement, rien ne leur est parvenu, ou en tout cas rien qui ne soit pas déjà disponible ailleurs. Personnellement, je trouve qu'Assange lui-même a plutôt bien résumé les choses. En fait, c'est assez difficile pour nous de publier quelque chose de plus incriminant que ce qui sort de la propre bouche de Trump tous les 4 matins. Bon, mais il nous reste cette histoire avec les Russes à regarder. Alors, je vais pas pouvoir traiter toutes les ramifications de ce sujet, parce que ça s'inscrit dans la grande saga du Russiagate, et il me faudrait au minimum une grosse vidéo dédiée exclusivement à ça pour le traiter correctement. Donc je sais que je dis ça souvent, mais je garde ce sujet pour plus tard. Mais vous en faites pas, on a quand même assez d'informations pour traiter ces accusations contre Wikileaks sans s'étendre pendant des plombes. Donc je rappelle l'accusation. Wikileaks a comploté avec la Russie pour saboter la campagne d'Hillary Clinton et a obtenu ses mails par des hackers russes. Ces allégations ont été relayées et répétées sans preuve solide pendant un bon bout de temps. Assange a toujours nié que la source des documents était le gouvernement russe, et à l'époque, aucune enquête n'avait encore abouti. Les premiers résultats d'enquête n'arrivent que début 2019, avec le rapport de Robert Mueller. Pour la faire courte, il y a de bonnes raisons de croire que le biais initial de Mueller était d'inculper Wikileaks. Il a d'ailleurs interrogé 500 témoins pour son enquête, mais n'a pas jugé bon de solliciter une seule fois Assange ou un membre de son organisation. Mais à la fin, il conclut dans son rapport qu'il n'existe aucune preuve de collusion entre la Russie et l'équipe de Wikileaks. Malgré tout, il confirme que Wikileaks est bien entré en contact avec 2 entités sur internet qui avaient pour pseudonyme DCLeaks et Guccifer 2.0 et qui seraient les hackers du gouvernement russe. Mais selon le rapport, Wikileaks n'était vraisemblablement pas au courant de ça. Ces conclusions laissent planer l'idée que, sciemment ou non,
Wikileaks a bien obtenu les mails de la part de ces hackers russes. Et c'est quand même un peu problématique parce qu'il manque une info importante. Mueller lui-même dit dans son rapport que le tout premier contact entre Wikileaks et le compte DCLeaks a eu lieu le 14 juin 2016, et celui avec Lucifer le 22 juin. Or, Julian Assange avait annoncé la publication des mails de Clinton dès le 12 juin. Donc à moins de lui prêter des dons de voyance, c'est pas vraiment possible de conclure qu'il a obtenu les mails de ces deux personnages. Et histoire de conclure, admettons une seconde que ce soit le cas, juste pour l'exercice. Si derrière, l'information est solidement vérifiée et qu'elle est réellement d'intérêt général, est-ce qu'un journaliste doit s'abstenir de la publier en raison de sa provenance? Encore une fois, il y aura sûrement des avis divergents là-dessus, mais à mon sens, la déontologie journalistique va dans le sens de la publication. Et vous en ferez ce que vous voudrez, hein. Mais pour mémoire, je vous renvoie à nouveau à la conclusion de Dean Baquet, qui était directeur du New York Times à l'époque. Bien sûr que ça m'effraie, mais je serais encore plus insomniaque si j'avais des informations piratées et que je les savais vraies et nécessaires pour les électeurs et les citoyens. Est-ce que je n'arriverais pas à dormir parce que je suis manipulé? Oui. Mais ce serait encore pire si je les laissais au chaud dans un coffre. Aujourd'hui encore, on n'a aucune certitude absolue sur la source de Wikileaks pour les mails de Clinton et son directeur de campagne, et au fond ça n'a pas réellement d'importance. Mais ce qu'on sait, c'est que la théorie du complot avec des agents russes, ça ne tient absolument pas debout. Bon, on est d'accord, j'ai dressé un tableau pas reluisant des médias dans cette vidéo. Donc il y en a peut-être qui auront envie de me dire « Attends, tu forces un peu là quand même, les médias ont pas dit que des trucs faux, et puis on trouve même des articles qui donnent la parole à des défenseurs d'Assange. » Et oui, c'est totalement vrai. Des articles qui contiennent des infos importantes et des analyses pertinentes, on en trouve, et j'en ai même montré tout au long de la vidéo. Donc le problème n'est pas dans l'inexistence totale d'informations avérées, il est dans ce que le système médiatique dans sa globalité a produit comme vision de Wikileaks et d'Assange. Quantitativement, les quelques bonnes infos sont peu exploitées et noyées dans un vacarme diffamatoire auquel même les milieux de l'humour et de l'art viennent apporter leur petite pierre de lapidation. The head of WikiLeaks and Draco Malfoy's biological father has finally been arrested. Right? Look at him. Like in just a few years, he went from Bond villain to crowd-surfing hobbits. We're winning an information war, which goes beyond any short-term alliance we have with the mainstream media. You want to throw it all away because you fear that some US government informer might come to harm? These are human beings, Julian. And their lives are at stake. Mais ce qui est plus accablant, c'est ce que les médias n'ont pas dit. C'est toutes les enquêtes qu'ils n'ont pas produites et qui auraient permis de démentir à temps les propagandes gouvernementales. C'est toutes les déclarations de personnalités officielles qu'ils n'ont pas passées au crible du réel. C'est ce manque abyssal qui a privé Assange du soutien populaire et médiatique dont il aurait dû bénéficier. Mais attendez, parce qu'il y a un autre problème. Et pour moi, c'est le plus grave de tous. Le cadrage du débat. Wikileaks, c'est un organe de presse qui a publié de manière inédite des documents d'une importance cruciale, qui lèvent le voile sur les horreurs de l'impérialisme, sur les méthodes autoritaires, sur le théâtre électoral, sur les méfaits du capitalisme. C'est cette production qui aurait dû être omniprésente dans les médias et le débat public. Qu'on se comprenne bien, je dis pas que cet aspect a été totalement absent, il y a eu beaucoup d'articles sur les révélations de Wikileaks. Mais quand les autorités ont répliqué en imposant leur cadrage du débat, le système médiatique leur a ouvert grand les portes et a imposé à son tour ce même cadrage. En fait, si on résume en simplifiant un peu, on a une clique d'impérialistes qui va mener des guerres à l'autre bout du monde pour des intérêts économiques et géopolitiques, ils font des dizaines voire des centaines de milliers de morts, et quand Wikileaks publie les preuves de leurs crimes, les criminels en chef dénoncent l'organisation en disant qu'elle a du sang sur les mains. Et la réaction des médias c'est « Oh, ils ont raison quand même, on va leur donner une tribune ». Il faut vraiment saisir l'absurdité de cette situation quand même. Est-ce que ces mêmes médias ont dénoncé fermement, constamment et régulièrement l'irresponsabilité des présidents quand ils ont déclenché des guerres? Résultat, l'essentiel du débat s'est concentré sur la manière d'agir de Wikileaks et sur la personnalité d'Assange et a baigné dans les mensonges et les imprécisions. Conséquence, le messager est persécuté, emprisonné et torturé pendant que les criminels qu'il a dénoncés profitent tranquillement du spectacle. Et le spectacle en question, c'est une parodie de justice avec un niveau d'absurde comme on en voit très rarement. Et c'est ce que je vais vous raconter dans le prochain épisode. Allez, sur ce, à la prochaine. Their mission, personal self-aggrandizement through destruction of Western values. It's time to call out WikiLeaks for what it really is, a non-state hostile intelligence service often abetted by state actors like Russia. Pour quelqu'un qui vient, qui regarde les preuves, c'est évident ce qui se passe ici. Ça, c'est une histoire de persécution.